merci de nous accueillir, de nous accorder quelques minutes. Pouvez-vous nous expliquer la teneur de cette mobilisation aujourd'hui? Déjà, pour fixer le cadre, c'est qu'il y a 81 rassemblements dans toute la France sur 3 thèmes. La question de l'augmentation des pensions, la question des services publics et la question de la protection sociale au sens large du terme, avec au centre la situation des hôpitaux et de la vaccination. Un très vaste sujet, on l'imagine. Comment vous vivez la situation actuelle? Et je crois que les différents rassemblements de ce matin, y compris d'après-midi, démontrent qu'il y a une situation urgente, plus particulièrement pour les basses pensions, dont souvent c'est les femmes qui les touchent. Bon, pour les pensions de l'ordre de 1000 €, c'est une augmentation immédiate de 100 €. Et ensuite, pour les autres pensions, c'est aller vers les 300 €. Et une proposition que l'on fait au gouvernement et au patronat et aux organisations sociales, c'est d'avoir chaque début d'année une négociation sur l'augmentation pérenne des pensions. Aujourd'hui, comment s'organise cette journée? Est-ce que vous allez être reçu au ministère de la Solidarité et de la Santé? Et ce qu'on a proposé, c'est qu'effectivement, l'ensemble des organisations vont être porteuses d'une motion qu'on va remettre au ministère de la Santé. Et ensuite, les différentes organisations syndicales développeront sous diverses formes d'autres actions dans les départements pour créer les conditions de poursuivre la mobilisation. Alors moi, sur ma connaissance que j'ai, je sais qu'il y a des entreprises à Bordeaux, à Marseille, à Lorient, à Nantes, où il y a des délégations d'entreprises qui ont participé à ces rassemblements. Je pense aux services publics, je pense à la santé, je pense à des métallos et je pense aux travailleurs de l'État aussi. Donc différents secteurs en lutte à l'heure actuelle. Tout à fait, qui participent d'une manière de convergence et de soutien aussi pour éviter l'opposition que l'on fait entre salariés et retraités et entre jeunes et retraités aussi. Oui, une situation qui parfois est difficile à entendre, notamment pour les jeunes, cette fracture entre les retraités qui perdent de la retraite, ce que l'on ne voit très peu. Est-ce que pour vous, on en entend suffisamment parler de ces retraites? Ah non, je pense que là, le gouvernement, y compris le patronat, tente aujourd'hui de diviser les retraités de la jeunesse en disant les retraités, vous êtes un petit peu les nantis, laissez la place aux jeunes, etc. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que au travers de plans sociaux, au travers de licenciements, au travers de fermetures d'entreprises, on bloque les perspectives de la jeunesse. Parce que, en ce qui concerne les retraités, eux, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé, donc ils volent personne, ils touchent leur dû. Mais par contre, nous serons toujours, de manière intergénérationnelle, avec les salariés et y compris avec la jeunesse. On prend une dimension, effectivement, de créer les conditions dans toutes les situations, y compris dans la situation qu'on se trouve aujourd'hui, de ne pas lâcher la pression en direction du gouvernement, et y compris du patronat, parce que dans les organismes, par exemple sur les retraites complémentaires, le patronat y participe aussi. Donc, je serais tenté de dire, on revendique, dans des situations complexes et inédites, on est masqué, mais on n'est pas bâillonné. La CGT demande une négociation pour une augmentation pérenne et annuelle en début d'année sur la révalorisation des retraites et des pensions calculées sur l'évolution moyenne des salaires, ainsi qu'aucune retraite ne soit inférieure au SMIC à 1 800 €, comme le revendique la CGT. Nous sommes devant le ministère de la Santé. Au nom de la CGT, je suis tenté de dire honte à notre ministre,
honte à ses prédécesseurs dans les états de délabrement et de destruction qu'ils ont mis et continuent à mettre dans les hôpitaux publics au nom de la rentabilité financière. Arrêtez, monsieur le ministre, de fermer des lits, arrêtez de fermer des hôpitaux. Bien au contraire, c'est plus de 100 000 embauches qui sont nécessaires dans l'hôpital public, avec la rouverture des lits pour faire face à la situation actuelle et assurer un meilleur avenir pour les malades et leurs besoins. En ce qui concerne la vaccination, nous sommes pour la vaccination de masse. Pour faire face à la pandémie, nous exigeons la levée des brevets des laboratoires pour les mettre dans le domaine public, ainsi que la gratuité intégrale des vaccins pour tous. De même, en ce qui concerne la perte d'autonomie, il est indissociable d'une approche globale de la santé et doit être reconnu dans la branche maladie de la sécurité sociale, avec un financement par les cotisations sociales. C'est aussi le besoin de 200 000 embauches nécessaires dans les EHPAD et 100 000 embauches dans le secteur de l'aide à domicile, dans le cadre d'un grand service public de l'aide à l'autonomie face aux enjeux du vieillissement et à venir et aux accidents de la vie. Nous attendons toujours la loi sur le grand âge promise par le président de la République. Je serais tenté de dire promesse, promesse. En ce qui concerne les services publics, comme les gouvernements précédents, celui-là aussi a créé le flou entre services publics et services au public. Il y a une différence fondamentale, cela mérite discussion et éclaircissement. Pour les services publics, répondant aux besoins de tous, cela passe par le maintien et le développement de l'ensemble des services publics avec l'augmentation des guichets et une tarification acceptable pour tous. La dématérialisation ne doit pas se substituer à une présence humaine dans tous les services publics. Notons au passage que 28% de la population a des difficultés en zone blanche, n'a pas d'ordinateur ou d'internet. Chers camarades, je voudrais terminer cette intervention pour dénoncer avec autant de fermeté que ceux qui s'expriment avec violence entre les jeunes et les anciens. Honte à vous, monsieur, madame, nous sommes des parents, nous sommes des grands-parents, nous sommes des arrière-grands-parents et nous refusons totalement cette violence, car ceux qui privent de liberté ces jeunes, chez les scolaires, les étudiants, c'est l'incompétence à gérer la crise du gouvernement et du patronat pour développer la formation professionnelle. C'est l'utilisation par le MEDEF de plans sociaux pour supprimer les emplois et fermer des perspectives, y compris pour la jeunesse. C'est à vous, et vous seuls, qui en êtes responsables et que vous privez de liberté, jeunes et anciens. En ce qui concerne la CGT, en ce qui concerne l'UCR-CGT, partout, nous retrouverons intergénérationnellement pour gagner sur les libertés, les salaires, les pensions, l'emploi, l'industrie, la protection sociale et les services publics. Donc j'interviens au titre de la FSU pour le groupe des 9. Alors, je vais commencer mon propos en disant que je souscris tout à fait à ce que vient de dire Marc et que je souscris notamment sur le succès, à ce qu'il a dit sur le succès de cette journée. C'est vrai qu'en dépit de conditions très difficiles, conditions que vous connaissez toutes et tous, cette journée du 31, cette journée nationale du groupe des 9 des retraités,
s'avère d'ores et déjà un succès. Déjà ce matin, cet après-midi, et on voit bien ici que notre rassemblement est particulièrement dense, je rappelle, eu égard à la situation que nous connaissons. Alors je vais intervenir donc sur les questions de santé. Alors, commencer par le contexte, hélas, dramatique que nous connaissons, c'est que nous nous acheminons vers les 100 000 décès. Et ça, c'est depuis plus d'1 an que la crise dure. Le gouvernement n'a pas changé sa ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il gère l'évolution de la pandémie de façon absolument calamiteuse. En cause, des années et des années d'attaques contre le système de santé public et contre l'hôpital public. Quand je dis des années, c'est à la fois porter la responsabilité au gouvernement précédent au pluriel et au gouvernement actuel, bien évidemment. Alors, attaque contre le système de santé publique et l'hôpital public, dictée par un seul mot, la rentabilisation et la recherche du privé et la recherche du profit, avec la privatisation galopante. Souvenons-nous des luttes des personnels avec les syndicats, avec les usagers, contre la suppression ici de maternités, plus loin d'hôpitaux de proximité, plus loin encore peut-être ou ailleurs de services publics entiers, de services de public entiers, de la réduction drastique des personnels, de fermeture de services entiers, de lits. On comptabilise moins 100 000 lits en 25 ans. Moins 125 000 lits. Pire encore, et d'ailleurs je n'en finirai pas de dresser la liste des mauvais coups. Un petit retour sur le monde des EHPAD et des personnes en perte d'autonomie. Ils ont payé un lourd tribut à la crise, et ce, malgré toutes les protestations, les manifestations, les alertes que nous avons tous envoyées au gouvernement successif et à M. Macron, en lui disant mais la situation des EHPAD, la situation de la perte d'autonomie est catastrophique, et on a vu effectivement les résultats. Alors résultat, donc on l'a vu pour les EHPAD et pour les personnes en maintien à domicile, mais l'état d'urgence se poursuit avec les atteintes aux libertés. Résultat, nous vivons au rythme des annonces, on va en avoir une tout à l'heure, ce soir, nous vivons au rythme des confinements, et la crise sanitaire s'aggrave avec plus de décès, et aujourd'hui on est confronté à une pénurie absolument dramatique de vaccins. Mais je crois que mon camarade de Solidaire va en parler, donc je n'insiste pas. Conséquence dramatique en nombre de vies humaines, en perte de vies humaines, en déprogrammation d'actes non Covid, et puis on commence à parler, tranquillement ou pas, de tri des malades. Le Ségur de la santé n'a rien résolu. La suppression des lits se poursuit. Les moyens, le manque de moyens criant de personnel est toujours d'actualité, et celles et ceux qui sont en poste n'ont eu que de maigres augmentations. D'ailleurs, beaucoup démissionnent, épuisés, en colère. Mais il faut le dire haut et fort, si l'hôpital public résiste, il tient encore, c'est grâce à ses personnels, c'est grâce à ses soignantes et soignants, à ses médecins, donc je ne vais pas énumérer. Mais il faut à nouveau rendre hommage, parce que c'est grâce à eux, à elles, que nous n'avons pas encore plus de catastrophes à craindre et à constater. Il s'agit donc d'une politique délibérée. Bien sûr, personne ne pouvait prévoir la pandémie, encore que il y a toute une série de mécanismes qui font que les pandémies risquent de se multiplier, mais même la Cour des comptes a écrit dans son rapport que le secteur de l'hôpital de santé était mal préparé à affronter la crise. Mais c'est la faute à qui? Alors, nos revendications, des emplois, 400 000, avec des personnels qui soient bien qualifiés et qui soient bien formés et qui aient des statuts.
des moyens pour le service public qui doit être développé, des moyens pour l'hôpital public. Le groupe des 9, je ne reprends pas toutes les revendications communes, hein, mais bien sûr nous les faisons nôtres. Le groupe des 9 rappelle que la santé est un bien commun et qu'elle doit être prioritaire par rapport à la recherche du profit et par rapport même à la situation économique. La santé doit être appréciée dans sa définition globale, parce qu'il s'agit de considérer l'aspect bien sûr sanitaire, l'aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique. Et là on ne dira jamais assez à quel niveau de dégradation a été conduit le service de psychiatrie. Et on ne dira jamais assez quels sont les ravages que la crise génère et ses conséquences depuis plus d'1 an au niveau de la psychologie des personnes, des jeunes, des personnes en EHPAD, des salariés, etc., etc. Mais ça, effectivement, c'est un manque criant de prise en compte de la part du gouvernement. Et la santé aussi, elle doit être appréciée du point de vue social. C'est-à-dire que ça passe aussi par la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté, alors qu'on a bien vu que la crise sanitaire, la crise économique générait plus d'inégalités, plus de pauvreté. Alors il faut défendre haut et fort nos revendications pour un système de santé qui ne soit pas assujetti aux règles du profit ni aux intérêts privés comme c'est le cas actuellement. Et ce qu'il faut aussi développer et reprendre comme revendication haut et fort, c'est la défense d'une sécurité sociale dont les financements doivent être améliorés et non pas appauvris comme c'est le cas, une sécurité sociale financée par les cotisations. Alors, je pense que nous avons beaucoup de pistes à travailler ensemble et je pense que cette journée nationale, qui je le dis encore est un succès, est un bon point d'appui pour les luttes futures. Merci. Qui travaillons ensemble depuis juin 2014 et j'ai été mandaté pour parler donc de la campagne de vaccination et plus généralement, dans la continuité de ce que vient de nous dire Marilène, des problèmes de manque liés à la politique menée depuis plus de 20 ans par les gouvernements successifs en matière de santé et de sanitaire. Au début de la pandémie, comme l'a dit Marilène, effectivement, nul ne pouvait prévoir cette pandémie qui couvrait la planète, mais les gouvernements en France et ailleurs qui ont mis leurs services hospitaliers et sanitaires sur le fil du rasoir devaient bien savoir qu'au moindre coup, il y aurait des difficultés. Quand a commencé la crise sanitaire en début 2020, ça a été le premier scandale des masques, des protections pour les personnels médicaux et pour les personnes, les individus. Et vous me souvenez de l'énormité du ministre de la Santé disant que les masques ne servaient à rien. Le mensonge a été pris comme note de gouvernement à l'époque par ces gouvernants. Ensuite, c'était la question des tests et maintenant, c'est la question des vaccins. Maintenant aussi, sur les vaccins, le grand public se rend compte mieux qu'avant, malgré toutes les explications que nos organisations et d'autres ont pu développer depuis des décennies sur la casse du service public, la casse du service public hospitalier, la privatisation de tout ce secteur, du médicament et de la santé. Les conséquences, c'est que les pays, les États, les populations sont, on le dit, plus ou moins prises en otage par les multinationales de médicaments, par les multinationales aujourd'hui de vaccins. On voit les pays les plus riches pouvoir disposer de vaccins en surnombre même, puisque les Émirats arabes ont de quoi vacciner 10 fois leur population, ils ont presque vacciné tout le monde, et pendant ce temps-là, en Afrique, en Amérique latine, dans l'Asie du Sud-Est, il n'y a rien ou presque rien. En Europe occidentale, on n'est pas parmi les plus pauvres, manifestement non plus pas parmi les plus riches, mais on est totalement dépendant donc du coût du vaccin sur les marchés. Ça, c'est le résultat de politiques de casse de services publics, d'absence, c'est une de nos revendications, d'absence de pôle public
de médicaments et également de privatisation de ce secteur depuis 25 ans en ce qui concerne la France. Autre scandale aussi que nous dénonçons à Neuf, c'est le fait que des fonds publics ont été versés à l'Institut Pasteur, à Sanofi, notamment par le Crédit Impôt Recherche. Ce sont des milliards d'euros par an qui foutent le camp non pas forcément dans l'investissement et dans la recherche, notamment Sanofi, depuis 7-8 ans, ont fermé des sites, ont supprimé des emplois dans la recherche. Ces milliards versés par la collectivité, donc sur nos impôts à nous, notamment par la TVA, sur nos impôts, ces milliards vont non pas à la recherche, non pas à l'investissement, mais très directement et très rapidement en dividendes supplémentaires pour les actionnaires. La valeur de Sanofi depuis 25 ans, la valeur boursière de Sanofi depuis 25 ans n'a cessé d'augmenter. Ça aussi, notre organisation, nous le dénonçons. Nous estimons que très rapidement, le gouvernement français, l'Union européenne et le gouvernement français doivent peser en ce sens dans l'Union européenne, doivent parvenir à ce que toute la population dispose de vaccins en nombre suffisant et que toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire très rapidement. On a vu se développer une campagne de communication de la part des gouvernants. On a vu des ministres se faire vacciner à la télé et inciter les populations à courir dans les vaccinodromes. En fait, le problème, c'était qu'il n'y avait pas de vaccin. Les municipalités ont essayé de mettre en place des services de vaccination avec des personnels, parfois des bénévoles, mais il y avait des salles, il y avait parfois du personnel, des bénévoles, mais il n'y avait pas de dose, il n'y avait pas de vaccin. Ça a été plus ou moins, certains le disent, de foutage de gueule à l'égard du grand public, et notamment chez les personnes retraitées, notamment les plus de 75 ans, déclarées officiellement prioritaires. Ça a été une course d'obstacles pour arriver à se faire vacciner. Aujourd'hui, fin mars 2021, toutes les personnes de plus de 75 ans ne sont pas encore vaccinées, et encore moins les personnes des services sanitaires dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. C'est donc une revendication que nous portons les Neufs et que nous exigeons donc que le gouvernement change de politique dans ce domaine. On n'y croit pas tellement. Il faut arriver à ce qu'il y ait un changement global de politique et que ces gouvernements ne soient plus au service de la finance, mais au service des besoins sociaux. Je terminerai pour dire qu'aujourd'hui, comme depuis juin 2014, nous avons la chance d'avoir un outil syndical, nos réunions à Neuf. C'est un outil qu'il faut préserver. C'est grâce à ça, notamment en 2018, qu'on a fait un peu reculer le gouvernement. Un peu. Mais dans plein d'autres secteurs, il ne recule jamais. C'est grâce à ça qu'au 1er janvier 2021, c'est pas suffisant, qu'on a obtenu le 0,4%, à savoir qu'il respecte les textes. C'est un outil, et en ce qui nous concerne, on continuera d'œuvrer pour que cette unité nationale et dans les départements perdure pour le bien de toutes nos revendications communes. Merci. Nous sommes ici des travailleurs retraités. Nous avons acquis ce statut par notre travail, les richesses que nous avons produites et les cotisations que nous avons versées. Nous n'acceptons pas que les pouvoirs publics nous cantonnent à notre statut biologique de personnes âgées, uniquement concernées par notre santé et par l'éventuelle perte d'autonomie qui nous attendrait à la fin de notre vie. Le gouvernement tergiverse. Il reconnaît la nécessité de se préoccuper de la perte d'autonomie, mais veut éviter d'y mettre les moyens indispensables. La loi Grand Âge et Autonomie, promise dès 2018, vient encore d'être reportée. Si l'on en croit l'ex-ministre Michel Delaunay, celle à qui l'on doit la déjà très imparfaite loi d'adaptation de la société au vieillissement, cette loi ne serait même pas présentée avant la fin du quinquennat. C'est ce qu'elle a déclaré à Sud-Ouest le 6 mars. Selon elle, elle coûterait trop cher et risquerait de donner à penser qu'après avoir confiné les jeunes pour protéger les personnes très âgées, on privilégierait encore les vieux. Pour autant, la perte d'autonomie ne concerne pas que les personnes de nos âges. Elle peut survenir à la suite d'une maladie, d'un accident, voire dès la naissance.
C'est un accident de la vie qui doit être pris en charge comme tous les accidents de la vie, la maladie, le veuvage, les accidents du travail, etc., dans le cadre de la sécurité sociale, en respectant ses principes fondateurs. L'universalité des droits, la solidarité entre tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur situation de famille ou leur situation de travail. Accepterait-on que soient financées les dépenses de maladie que par les seuls malades ou qu'on calcule les cotisations sur la base du risque personnel? En créant une 5e branche uniquement dédiée à la perte d'autonomie, indépendante des autres branches et notamment de la branche maladie, l'État renonce à ses principes. Le financement de cette branche, encore flou actuellement, risque de reposer essentiellement sur une augmentation de la CSG versée par les retraités ou par l'instauration de nouvelles taxes spécifiques à l'image de la CASA. En ce domaine, on peut faire confiance à nos gouvernants pour ne pas manquer d'idées. Il suffit de lire l'avis récent du Conseil de la CNSA. Quant à la gestion, elle serait confiée à cette CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans laquelle les organisations représentatives, comme les nôtres, n'ont pas vraiment de place. Moins solidaire, moins universelle, gérée moins démocratiquement, sans compter la tentation de faire entrer des financeurs privés dans le dispositif ou de s'en servir comme modèle pour organiser la protection sociale par strate d'âge ou par type de population. De ce projet-là, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, au contraire, c'est une prise en charge de la perte d'autonomie dans un système obligatoire, universel et solidaire, ne dépendant ni de l'âge, ni des ressources de la personne, ne négligeant pas la prévention, que ce soit à domicile ou en établissement, couvrant tous les besoins en matière de soins psychiques et physiques et d'aide à la vie quotidienne. Cela nécessite un vaste service public de l'aide à l'autonomie avec des personnels formés, compétents et rémunérés à la hauteur de leur utilité sociale. Nous voulons un financement, comme cela a déjà été dit, de la perte d'autonomie à 100% dans le cadre de la sécurité sociale, par la sécurité sociale, avec une augmentation des ressources de cette dernière, ressources restant basées sur des cotisations sociales élargies à tous les revenus. En ce sens, que nous soyons réunis aujourd'hui, place Pierre-Laroque, est un beau symbole. Je vais enlever le masque. Alors j'espère ne pas avoir comme mes petits camarades 135 €. La CFE-CGC avec le groupe des 9 tente à lutter contre la discrimination par l'âge, dite l'agisme. On n'a jamais autant parlé de vieillissement depuis la prise de conscience de la nécessité d'en adapter la société. La longévité de la population n'est plus prise comme une chance due au progrès de la science, à un meilleur niveau de vie, mais comme un coût pour la société, celui de la perte de l'autonomie, de la dépendance, des aides à financer, de la nécessité de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale, conduisant ainsi à une discrimination de l'âge, un véritable agisme ambiant. Revenons sur la loi d'adaptation de la société pour le vieillissement. Rappelons que nous n'avons plus de ministre depuis ce temps-là. On a un haut conseil de l'âge au lieu d'un comité national des retraités et des personnes âgées. Retraités, voilà. Des conseils départementaux de citoyenneté et de l'autonomie au lieu des comités départementaux des retraités et des personnes âgées. On n'entend plus parler des retraités, remarquez. La riposte de la pandémie du Covid-19 a révélé combien ces discriminations sont fréquentes et constituent des stéréotypes sur les personnes âgées. Combien ces discriminations ont été utilisées dans le débat public et dans certains cas, l'âge a été utilisé comme un seul critère pour déterminer l'accès aux soins médicaux et aux traitements d'importance vitale et justifier l'isolement physique. On est bien loin là du rôle et de la place des retraités dans la société
Ils ont été complètement occultés. Après la crise sanitaire, on ne parle plus que des retraités qui, contrairement au reste de la population, a pu bénéficier de sa retraite à temps plein. Et surtout de ces personnes âgées qui ont l'audace de ne pas vouloir rester chez elles pour laisser vivre la jeunesse. Et pire encore, pendant le confinement, viennent encombrer les lits des hôpitaux en oubliant qu'ils ne sont pas responsables de leur fermeture. On se réfère aux grands-parents en usant des termes « papy » et « mamie », en ne s'adressant pas à eux, mais à leurs proches, comme si c'était aux autres de les surveiller pour leur éviter de faire quelques bêtises. On n'aime pas non plus les baby-boomers. Rappelons tout de même que la moyenne d'âge pour devenir des grands-parents maintenant, regardez bien les statistiques, la première, les femmes à 54 ans, les hommes à 56, 2 ans plus tard. Nous avons, voilà, il ne faut pas oublier ce genre de choses, papy, mamie, on en a assez. Si la recommandation de mettre les parents à la cuisine à Noël a fait sourire certains, les prises de parole, entretiens, écrits d'économistes, de personnalités que nous nommerons pas ici, continuent aujourd'hui à opposer les générations entre elles, les jeunes contre les vieux, et font de l'anti-intergénérationnel systématique. Ça, il faut savoir quand même que les retraités sont quand même le support pour les jeunes et reconnaissent en fait l'importance des jeunes et les problèmes qu'ils ont actuellement avec cette crise sanitaire. Avant de connaître le dernier état des contaminations de la semaine dernière et de se retrouver de nouveau devant les sélections dites nécessaires pour les hospitalisations. Certaines nouvelles prises de décision nous ont fait réagir, présentant par exemple la campagne actuelle de vaccination comme une forme d'acharnement thérapeutique. Pourquoi va-t-on en EHPAD si ce n'est pour y terminer sa vie? Oui, admettre que ce qu'on vit après 80 ans, c'est du bonus. Merci. Et tout cela en sachant que la promesse des nouveaux lits n'a toujours pas été tenue, comme le disent mes petits camarades. Ah oui, Brigitte Bourguignon et son comité pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et l'agisme, oui, bien sûr, il y a des prises de conscience. L'Europe, dans son nouveau rapport de mars de la Commission sur les droits sociaux, celui du 18 mars des Nations Unies, qui est consacré à l'agisme, n'oublions pas, le directeur d'ailleurs général de l'OMS, y rappelons qu'alors que les pays frappés par la pandémie cherchent à se redresser et à se reconstruire, on ne peut pas laisser les stéréotypes, les préjugés et la discrimination fondée sur l'âge entraver ce qui pourrait être fait pour garantir la santé, le bien-être et la dignité des personnes partout dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général de l'OMS. Oui, bien sûr, des volontés s'affichent, comme on peut le voir, pour mener une lutte contre ce nouveau mal. Mais nous restons inquiets. Comme les neufs, comme comment arrêter les préjugés, c'est vrai. Les mentalités, elles sont déjà très bien ancrées. Mais soyez sûrs, nous neufs, nous restons vigilants et serons toujours là pour les dénoncer et les combattre. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Le groupe de 9 vous remercie et l'UNRPA en réalité Ensemble Solidaire. Voilà. Nous, après tout ce qui vient d'être dit, je ne vais pas être très très longue. Je vais juste rappeler que les retraités ne sont pas des électrons libres dans la société. Nous avons pour la plupart des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et pour certains d'entre nous, des parents. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qui donne la main aux enfants et aux petits-enfants qui se retrouvent au chômage parce qu'ils avaient fait un mauvais choix dans leur orientation, c'est-à-dire travailler dans la culture, travailler dans la restauration, etc. Donc, nous, retraités, qui avons la chance d'être encore debout, comme ça le montre aujourd'hui dans toute la France, nous sommes les premiers aussi impactés que nos enfants, que nos petits-enfants qui ont dû se réfugier chez les grands-parents parce qu'ils se trouvaient loin de leur université, qui ne pouvaient plus les accueillir, ou uniquement sur leur ordinateur, ou encore qui se trouvaient dans une chambre de 9 mètres carrés
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un scandale qui se passe actuellement. Le mot a déjà été utilisé, mais tous les jours ça s'aggrave. Tous les jours il y a des nouveaux cas. Tous les jours les enfants appellent au secours leurs parents, etc. Et de plus, comme je pense que mes camarades ne l'ont pas évoqué encore, certains d'entre nous, on est obligé d'assumer pour nos parents qui se trouvent en maison de retraite ou en EHPAD, parce que leur retraite ne suffit pas à subvenir au reste à charge de ces maisons de retraite et EHPAD. C'est un scandale. De nouveau. Et en plus de devoir les reprendre, tout le côté affectif, c'est pour ces gens qui sont encore dans la possibilité d'être accueillis dans ces institutions, n'ont pas non plus le plaisir d'avoir leurs enfants ou leurs petits-enfants qui viennent les voir. Ils sont dans une détresse affective. S'ils ne meurent pas du Covid, ils vont mourir d'ennui, de désespoir. On le voit déjà. Même les bébés qui se retrouvent en crèche avec du personnel, avec des masques, qu'ils n'entendent pas aussi bien que quand la parole est libre, ne se situent pas dans l'espace. Ils n'ont plus leur repère. Donc, vraiment, et puis le dernier qui vient de sortir, j'ai entendu ce matin qu'on allait dans les écoles maternelles et dans les crèches supprimer du personnel parce que vraiment, ils sont trop nombreux. On le sait bien, on le vit tous les jours. Une catastrophe appelle l'autre. Qui va s'en occuper? Voilà. Je ne vais pas être plus longue parce qu'il y a encore des camarades qui doivent prendre la parole. Je vous remercie de votre attention. Je prends la parole aujourd'hui au nom de LSR, Loisirs Solidarité Retraités. De nombreuses études mettent en évidence la prévalence de la solitude et de l'isolement, notamment chez les personnes âgées et notamment, de toutes les statistiques, parmi les personnes de plus de 70 ans. Les mesures mises en place par le gouvernement et le confinement, la distanciation sociale ont particulièrement touché les personnes âgées, entraînant anxiété profonde, isolement, solitude, voire détresse émotionnelle, pouvant conduire à une dégradation rapide de la santé physique et de la santé mentale des retraités. Des solutions existent. Ça a été démontré précédemment autour de la prise en charge collective de l'autonomie, de la place de la sécurité sociale, mais aussi de la défense du pouvoir d'achat des retraités, des moyens d'existence des retraités, de tous les retraités, et de la défense des services publics particulièrement sensibles pour les retraités. Le tissu associatif, c'est une chose que l'on perd souvent de vue. Et les syndicats ont aussi le pouvoir de rompre cette solitude et de créer des liens sociaux, de la solidarité, à travers les mobilisations revendicatives et les activités auxquelles se livrent chacune de ces organisations. C'est dans ce cadre que Loisirs Solidarité Retraités a été créé pour sortir les retraités de cette solitude qui nous guette au sortir du monde du travail et de trouver un lien nouveau à bord du travail. J'arrive. Comme ça. De partage et de convivialité et de solidarité pour donner de la vie aux années des retraités nouvelles.
Elle organise ses activités de proximité autour de la culture, du loisir et du voyage. Elle essaie à tenter de poursuivre ses activités. L'a fait dans un certain nombre de départements et de lieux en fonction des moyens existants, mais a été considérablement freinée dans cette activité aussi déterminante pour se battre contre la solitude des retraités. Malgré le Covid, les activités de nos 150 associations au plan national ont permis de répondre à ce souci par téléphone, par Zoom, des réunions, des participations, des tentatives de lieux de rencontre. Je disais donc, et je ne vous inflige pas le début de mon discours, neurologues, psychologues, comme gériatres, s'accordent pour souligner la situation gravissime aujourd'hui pour les retraités de cette situation, et pour aujourd'hui et pour demain, et c'est bien cela aussi qui nous inquiète. De la suite de ce qu'était maintenant. Syndicats et associations ont donc un rôle important à jouer pour poursuivre ces actions. Nous sommes donc fondés aujourd'hui de poursuivre l'action avec vous pour la défense à la fois de l'épanouissement des retraités, mais aussi du pouvoir d'achat et du service public, qui sont des éléments essentiels de cet épanouissement et surtout de l'égalité entre tous les citoyens et l'égalité pour les retraités. Nous allons donc conclure ce rassemblement en indiquant que, en dépit d'une lettre qui a été envoyée au ministre il y a déjà plusieurs jours commune, nous n'avons toujours pas de réponse, malgré une démarche de liaison faite par des policiers des renseignements généraux. Pas de réponse, donc ça veut dire pas de rendez-vous. Une fois de plus, une manifestation. Ah, c'est non. Pardon, Jean-Pierre me signale qu'on vient d'avoir une réponse, et la réponse est non. Bien. Eh bien, écoutez, je crois que ça résume la considération que, malgré leurs propos, nos ministres, nos représentants des pouvoirs publics ont à l'égard des retraités. Sur le plan financier, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Marc. Sur le plan de la santé, je ne reviens pas sur ce qu'ont dit à peu près tous les camarades, donc Marilène, etc. On est de ce point de vue les sacrifiés. Je sais, certains estiment que nous avons eu la part belle, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Que même ceux que l'on appelle la génération du baby boom ou du baby boom, eh bien ils ont pendant des décennies dû bosser, connu le chômage, connu, y compris des guerres dans les années 60, et que de ce point de vue-là, ce qu'ils ont bâti aujourd'hui, c'est ce que nous souhaitons transmettre aux jeunes. Un système solidaire, intergénérationnel, qui permette de vivre et terminer sa vie dans la dignité et pas dans la misère. Voilà, nous sommes à peu près 500 aujourd'hui. Dans l'ensemble des villes, Marc Bastille en a parlé tout à l'heure, nous avons des rassemblements qui vont de 200 à 300, c'est donc plusieurs milliers qui, malgré les conditions déplorables dans lesquelles nous devons fonctionner, du point de vue, je dirais, de la démocratie, qui se sont aujourd'hui rassemblés un peu partout en France, que ce soit Marseille, que ce soit Toulouse, que ce soit Bordeaux, Avignon, etc., et qui ont dit avec nous, tous ensemble, non, nous ne lâcherons rien, comme disent nos camarades d'outre-mer, faut pas lâcher, et donc on va continuer. On va faire le bilan dans une prochaine réunion le 15 avril, si ma mémoire est bonne, avec l'ensemble des camarades des Neufs. Bien entendu, nous vous ferons suivre toutes les informations concernant la portée de cette journée. Et je considère, avec ce qu'a dit mes camarades, qu'il s'agit malgré tout d'un succès
parce que nous n'avons pas accepté d'être confinés, nous n'avons pas accepté d'être bâillonnés, nous n'avons pas accepté d'être tenus pour quantité négligeable. Nous sommes 17 millions de retraités et nous allons continuer de nous bagarrer. Mes chers camarades, merci de votre présence, bon retour et à bientôt. Ce n'est plus acceptable qu'on nous prenne pour des quantités négligeables. C'est plus possible, ça n'est plus acceptable. S'il doit faire du bruit, on fera du bruit. Si on doit faire de bruit et de fureur, nous ferons de la fureur. Mais tous ensemble, restons unis. Tous ensemble, nous les retraités, nous les personnes âgées et les jeunes aussi.